Bonjour mon frère. Bilenge pona côté le mapote to mbongwana et ya epai na bango pote kita ya Congo ko to ko lobantongo midi pourquoi bilenge ba ko simba pe côté le Congo la conférence a martelé makambo moi ebele et ça biso aperçu général la minute moke ya koyeba e bandaki boni e utaki wa pilikanisi oyo ko sosolisi bilenge na matali lettre K et c'est la biso maele pour Ah, merci beaucoup Ndeko. Je pense que Bissonyon Sotozo mon année mboga na biso zokende. Congo ezokende bienté. Toza ce qu'on a 62 ans d'indépendance. Toza na banzela te, batwazo la lanzala, bana bakende classe te, Congolais aza vraiment na mamingi. Alors vision zamba pesi biso ezapona ko changer génération. Parce que pour changer une nation, il faut changer la génération. Depuis tant il y a une indépendance, papa na biso bakasavubu, Mobutu baya, Kabila baya, avec la grandeur, la puissance au Congo azanango, Congolais à vivre boité. Alors pour tout changer on a besoin d'imprégner un rêve dans la jeunesse, rêve collectif. Si la jeunesse arrive à comprendre qu'elle peut changer la nation, pour changer le Congo, vous en avez bien. Yangwana depuis 2015, Zambé Pesenga concept na makanisia rêve congolais. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que Mboka Nabiso tozana une conscience à cause de l'identité. Tozana identité à Lukuta, identité à Mabé. Bapesa biso kombo na Congo avec C, République démocratique du Congo. Congo comme makanasete. C'est une erreur. C'est pourquoi nous vivons dans une inconscience dans Mboka Nabiso parce que nous portons une fausse identité. Il faudra que nous puissions rentrer à la véritable identité. C'est ainsi que dans la recherche, en 2015, nous avons acte de naissance au Congo. Congo est botama en 1884, Wilhelmstrasse, numéro 92, à Berlin. Debisiga a proclamé qu'il est État indépendant du Congo. Bon, on est botama au Congo. Date de naissance au Congo, il y a une année. Si le Congo est botama na lettre K. Alors, Congo avec lettre K, ils ont une explication. C'est toute une identité que ceux qui ont s'identifier dans le Lokoana, ceux qui bisognon se comprendre le Lokoana se s'identifier dans nous serons la nation la plus puissante de la terre parce que nous avons cette potentialité. Alors tout ce que les blancs ont fait, les occidentaux, c'était pour nous cacher l'identité wana. Yangoti les lotos à la cabo. On ne peut pas changer. Le monde attend le Congo. L'Afrique attend le Congo. Mais les Congolais dorment, les Congolais, et il est perdu au fait. Alors il faudrait maintenant que la jeunesse comprenne qu'il y a une vision. Nous pouvons être enceintes d'une vision. Otokobota pour Congo échanger. Tant que tu comprends de l'eau qu'on a été, et l'homme va changer dans le monde. Oui. La voix céleste Albin Kolandayo. Éditorial 7.net Namayo Sali. Ok. Mais non. Prochainement, au conseil sous activité, justement, tous la structure où ils ont établi awa. Bon, coordinateur national de l'ICAWA, Passé Maxime. Tous la coordinateur national jeunesse, notre frère Feli. Donc chaque fois, tous les préparer activité, on va annoncer que tous en activité bonne boy. Donc nous avons cette structure là. Chaque mois, tous en a prière. Mais ma grande conférence, tout ça, la Congo, selon les timings auto-préparés. Mais avec eux, nous avons la possibilité d'avoir un programme Nabiso, tout ça, la conférence, telle place et telle date. Merci. Merci beaucoup. Zamba Pambolabino. Vraiment, message est Koutanana Congolais Nyonso. On a besoin de changer le Congo. Et pour changer le Congo, on doit changer une génération. Quand une génération échoue, Dieu suscite une autre génération. Un pays qui n'a pas de père n'a pas aussi des repères. Parce qu'on n'a pas un père du Congo. Mais les pères, ça se crée. Donc on peut créer encore aujourd'hui une génération de pères qui peuvent nous montrer le chemin que nous pouvons suivre pour un changement dans ce pays. Le Congo, c'est un pays puissant. Nous pouvons faire du Congo le centre de rayonnement de l'humanité. Donc tout le monde a ignorance. Mais si nous entrons dans notre identité, je crois que Makambobele va changer. Tribalisme est en la parce que tu as une identité congolaise. Identité congolaise, solidarité, amour. Pourquoi on se divise? Pour tous les bétana. Depuis que ça vous n'a bétana, bitumbe bandawana, il a sauté les lots. Alors il faudrait qu'il y ait quand même une génération qui va briser cette malédiction. Tiwapi.
Congolais n'ont pas mis sur les accords, ceux qui abîment, ceux qui akendekara n'ambokampaya. Rêve des Congolais, c'est quitter le Congo. Congo, comment n'est-il enfer? Dans notre propre tour, nous sommes comme en enfer, là nous avons un paradis. Un pays qui répond aux problèmes de l'humanité dont le peuple souffre. C'est ça grave. Congolais, toujours représenté comme un prince, n'est-ce pas? Hein? Afin dans la mine d'or. Hein? Les Congolais, c'est comme un prince assis sur une mine d'or, mais quittant la main à la charité internationale. Au fond de la Katiama, il me zole lanzala, ozole là, qui est aux ananin, aux ana, au lingomela, aux anama romelate. Donc il y a une ignorance profonde et totale. Alors nous voulons vraiment que tout un chacun de nous comprenne qu'il y a une structure armelle. Nous prions pour le Congo, nous faisons la formation, école de l'enlevée citoyenneté et sa structure Petozanango pour le changement des mentalités des Congolais. Nous avons la jeunesse pour créer les rêves congolais et nous avons aussi des activités sociales pendant qu'on s'en Bandeko au Bazanakatia. Difficulté. Alors, les portes sont ouvertes. Bon, il y a tout changer Congo, si vous voulez que le Congo change. Merci beaucoup. Notre patron qui est Amen. Vous voyez, Amen, c'est Amen de l'Éternel pour la délivrance et la restauration des nations. C'est-à-dire, nous prions. Nous allons nous excuser. Ça marche tout à l'heure. On va essayer de faire la besoin de dimanche. Comme j'étais en train de le dire, la quatrième activité que nous avons, nous sommes engagés sur le plan social. Nous aidons les gens qui sont dans les besoins, les veuves, les enfants orphelins, les enfants de la rue, les gens qui sont dans les besoins. C'est aussi notre responsabilité de les venir à l'aide. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes dans le cadre de la jeunesse. Notre thème de notre conférence, il s'intitule la jeunesse et le rêve congolais. La jeunesse et le rêve congolais. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème très important, très capital pour notre jeunesse? Quatrième point, nous allons parler sur l'identité congolaise. Le cinquième point, nous allons parler sur comment briser la malédiction qui est sur le Congo. Et le sixième point, nous allons passer au niveau de questions et réponses. Voilà ce que nous allons faire. En commençant, bien que mes images tardent à venir, j'aimerais quand même commencer en même temps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'y connaît bien la technique, qui peut m'aider au lieu que je puisse commencer à faire. Oui, merci. Vous pouvez nous aider. J'ai besoin juste qu'on me connecte les câbles ici. J'ai des câbles. Qu'est-ce que la jeunesse? Ça, c'est le premier point sur lequel j'aimerais que nous puissions parler. La jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, c'est quoi? Il est difficile que nous puissions définir dans un seul mot ce que s'appelle la jeunesse. Parce qu'il y a différentes définitions que les gens donnent au mot jeunesse. Il y a des gens qui pensent que la jeunesse, on peut être jeune jusqu'à 50 ans, pas jusqu'à 60 ans. Bon, ce sont des définitions que les gens peuvent donner selon le contexte. Mais ici, présentement, je vais parler de la jeunesse dans le cadre de l'âge qui part de 15 jusqu'à 29 ans. Pourquoi? Parce que nous avons 4 phases dans la vie. Nous avons la phase d'enfance jusqu'à l'adolescence. Nous avons de 0 jusqu'à 14 ans. L'âge de la jeunesse part de 15 ans jusqu'à 29 ans. L'âge adulte commence à 30 ans jusqu'à 50 ans, je peux dire comme ça. Et à partir de 60 ans, on entre maintenant dans le troisième âge, mais dans l'âge de la vieillesse. Mais aujourd'hui, avec l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie, merci beaucoup mon frère, nous voyons que l'homme peut vivre un peu longtemps, on peut aller plus que au-delà des 90 ans, ce qui fait que les définitions changent. Mais moi, je devrais rester ici sur, disons, disons cette tranche de 15 jusqu'à 29 ans. De 15 jusqu'à 29 ans, c'est une période très importante. On définit cette période comme la période dans laquelle on pose les fondements de sa vie. Vous savez, la vie, elle doit avoir un fondement. Vous voyez, cette maison
c'est parce qu'il y a un fondement. Lorsqu'on n'a pas un fondement et que vous bâtissez votre maison, c'est une maison qui ne tiendra pas longtemps. Alors, de 15 jusqu'à 29 ans, c'est cette tranche de temps qu'on peut poser les fondements de sa vie. Quelqu'un est avec moi? On est d'accord? Donc si vous ne faites pas un effort pour poser les fondements de votre vie pendant cette période, vous aurez des difficultés. C'est pourquoi nous allons voir que les diplômes, nous les avons à partir de cette période-là. Parce qu'on considère qu'à 18 ans, si un enfant a étudié normalement, à 18 ans, il aura son diplôme d'État. Après 3 ans jusqu'à 21 ans, il aura fait son cycle de graduat. Vous ajoutez 2 ans, c'est-à-dire 23 ans, il aura fini sa licence. Et quand vous ajoutez encore 3 ans pour faire le cycle de doctorat, nous avons 27 ans, 28 ans. Quelqu'un peut déjà être docteur à 28 ans. S'il a fait peut-être des retards, on peut lui ajouter encore 1 ou 2 ans, c'est-à-dire à 30 ans, vous êtes docteur dans votre vie. Et à partir de 30 ans, vous commencez maintenant la vie active, la vie adulte. Donc si vous manquez de poser le fondement pendant cette période, vous-même vous allez vous rendre compte que votre vie aura des difficultés. Et c'est pendant cette période que les gens vont acquérir ce que nous appelons la maturité. On commence à grandir à partir de cette période. Et c'est pendant la même période qu'on apprend aussi, on a, c'est-à-dire l'âge des possibilités et l'âge d'expérimentation. C'est pendant ce temps-là que les jeunes essaient d'expérimenter tout ce qui contient, ou bien tout ce qui appartient à la vie. On veut tout connaître, on veut tout expérimenter, on veut tout toucher pendant cette période. Maintenant, c'est aussi la période de l'apprentissage des responsabilités. On doit avoir déjà dans la tête l'essence des responsabilités. La chose qui nous tue ici au Congo, c'est que nous avons des gens à 30 ans, à 35 ans, ils habitent encore dans la maison de ses parents. Il n'a pas encore appris le sens des responsabilités. Et c'est pas à cette période aussi que maintenant quelqu'un peut, n'est-ce pas, créer des rêves de sa vie. Qu'est-ce que tu veux devenir demain dans ta vie? Est-ce que tu y as déjà pensé? Quand tu vas grandir, tu seras qui? C'est pendant cette période que les gens peuvent dire, moi, je vais devenir par exemple pilote de l'air, ou soit je serai avocat. Je serai peut-être juge. C'est pendant cette période qu'on pense à tout ça. Parce qu'il y a certaines choses, lorsque vous avez raté cette période, ce sera difficile que vous puissiez reformuler ce qu'on appelle les rêves de la vie. Et c'est l'âge de la construction identitaire, de l'autonomie. Là où la personne essaie de dire qui suis-je et comment est-ce que je peux être autonome. Je ne peux pas dépendre des gens. Allez voir, là où nous vivons, on permet les enfants à commencer à travailler à partir de 14 ans. À 14 ans, les enfants apprennent déjà à travailler, qui sont à l'école. Par semaine, tu as droit à 2 heures du travail. Et 1 heure te coûte 10 euros, bien 10 dollars. Ça dit par semaine, déjà un enfant de 14 ans peut gagner 20 dollars. Vous faites 20 fois 4, ça vous fait combien? Je suis faible en mathématiques et aujourd'hui vous allez beaucoup m'aider. 20 fois 4, ça fait combien? Ça dit un enfant de 14 ans en Europe, il peut déjà gagner 80 dollars par mois. Mais il va à l'école. 2 heures de travail par semaine. Avec ça, il gagne 80 dollars. Et on lui permet de gérer son argent. Il a des droits d'ouvrir un compte à banque et il peut commencer à apprendre comment on fait des économies dans la vie. Lorsqu'il grandit, il arrive en terminale, on lui ajoute 1 heure de travail, vous savez combien? 3 heures. Lorsqu'il a fini ses études à l'école, il a fini son diplôme, il entre à l'université, on ajoute encore 4 heures de travail ou bien 6 heures. C'est-à-dire, nous avons des étudiants, il va travailler, mais à la fin du mois, il gagne au moins 650 dollars par mois, l'argent de poche. Mais en même temps, il va travailler. Donc les gens grandissent avec déjà cette autonomie de financement propre et aussi comment quelqu'un peut gérer sa vie. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, ce sont des gens qui ont construit leur pays comme ça. Je vais arriver jusqu'à vous démontrer pourquoi les gens sont en train de vivre comme ça. Alors lorsqu'il a fini les études, quand tu traverses 30 ans, maintenant tu as le droit de travailler 8 heures, bien plus. Ça dépend de toi. À partir de 8 heures, tu as le droit de travailler ou bien plus.
pays, leur nation, à aimer aussi la nation. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que tout ce que vous ferez dans votre vie, ça dépend de votre pays. Ça dépend de votre nation. Vous êtes aujourd'hui jeune, 15, 20, 28, 29, 14, c'est pas 18. Mais la gestion de ces pays, demain, c'est vous. Vous m'avez compris? Quelqu'un me comprend? La gestion du pays, demain, c'est qui? C'est pourquoi un pays qui n'investit pas dans la jeunesse, c'est une nation qui court à sa perte. Une nation qui ne sait pas enseigner les valeurs des citoyennetés, apprendre aux jeunes ce qu'ils sont et l'amour de connaître leur pays, l'amour de leur nation et ce qu'ils peuvent faire demain pour leur nation. Ça sera des gens qui détruiront la même nation lorsqu'ils auront l'opportunité d'être aux commandes de leur pays. C'est ça ce que nous vivons dans notre pays. Pourquoi nos dirigeants détruisent notre propre pays? Parce qu'ils n'ont jamais été enseignés lorsqu'ils étaient jeunes. On ne les avait pas appris l'amour de la nation. On ne les avait pas appris de connaître la nation, c'est quoi? L'importance et l'amour de la nation. Ils n'ont pas appris ça. Quand quelqu'un devient responsable, ministre, c'est quoi moi, PDG, président, la première chose c'est quoi? Le pays lui appartient, il doit voler, il doit piller, il doit saccager. Il oublie qu'à côté de lui, il a de mêmes personnes avec qui ils étaient à l'école. Les collègues de classe, avec qui ils étaient à l'école, avec qui ils sont passés dans les mêmes bancs. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas investi les valeurs du patriotisme pendant la période où on met les fonds. Voilà pourquoi, lorsque vous avez besoin de sauver un pays, investissez dans la jeunesse. Lorsque vous voulez détruire un pays, n'investissez pas dans la jeunesse. Et qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Dans notre pays, la jeunesse n'a pas d'avenir. Juste après l'école, même après les humanités. En Europe, lorsque l'enfant finit le 6e, il a son diplôme d'État, il a des possibilités. Il peut aller à l'université, ou soit il peut faire la formation duale, c'est-à-dire il va faire une formation dans différents domaines et en même temps il étudie. 2 jours à l'école, 3 jours au travail. Et quand il a fait 3 ans, il a le même niveau que celui qui a pris les graduats. Et après ça, il peut sauter, il va faire la licence. En même temps, il travaille, il gagne sa vie. Et en même temps, il est en train d'étudier. Mais dans votre pays, lorsque vous avez fini votre humanité, des fois les parents n'ont pas les moyens de vous envoyer à l'université. Ça s'arrête là. Les parents qui ont eu l'opportunité d'envoyer leurs enfants à l'université, les enfants finissent gradués, ils finissent licenciés, ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vendre les unités. Ils vont commencer à devenir portables. Ils vont commencer il va devenir campiste. Notre jeunesse n'a pas d'avenir. Peut-être 10% ou 20% seulement de nos jeunes, à cause des positions de notre famille et des ramifications quelconques, ils arrivent à s'en sortir. Mais 90%, 90% de notre jeunesse, qu'est-ce que cette jeunesse fait? C'est pourquoi tous les jeunes en Afrique, leur seule ambition qui leur reste, c'est de fuir leur pays. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il faut fuir le Congo, il faut fuir l'Afrique. Mais avec des conséquences tellement fâcheuses, nous avons y. Alors, comment est-ce que nous pouvons arriver à changer les choses? Comment est-ce que nous pouvons changer les paradigmes? Comment est-ce que nous pouvons transformer notre nation? On commence par avoir ce que nous appelons un rêve, mes amis. Vous allez m'excuser, j'ai des problèmes avec vous. On va nous aider encore. C'est bon, merci. J'ai fini de définir la jeunesse. Je vais maintenant aller au niveau maintenant du rêve. On va parler un peu du rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? Les rêves dont on parle ici, ce n'est pas les rêves de dormir à la maison et de rêver la nuit. Des fois, il y a certaines personnes qui ne dorment pas bien parce que toutes les nuits, des fois, il y a des fantômes. Ou bien des fois, qu'il y a la tante, ou bien les grands-pères, qui est déjà mort
ce n'est pas de ça que je parle. J'aimerais te parler de notre rêve qui va transformer ta vie. Qu'est-ce qu'un rêve? Selon notre enseignement, nous disons ceci. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est la capacité de transcender le temps, de voir un point final dans l'avenir et de se doter des moyens pour y arriver. L'équipe d'intercession n'a pas bien prié pour notre... Jamais l'équipe d'intercession n'a pas bien prié pour notre conférence. On a des petits soucis techniques. On va quand même y arriver. Je vais en faire. Je disais ceci. Lorsque nous parlons du rêve, un rêve c'est la capacité, n'est-ce pas, de voir un point dans l'avenir, un point final dans l'avenir, et de se doter de moyens pour marcher vers l'accomplissement de ces points. C'est ça, ce que j'ai défini comme un rêve. On va encore très bien expliciter ça et vous donner aussi des exemples pour qu'on puisse bien comprendre. Comme ça, on peut aller comme ça. Comme ça, c'est bien. Je disais ceci, les rêves, c'est la capacité de voir ce que les autres ne voient pas dans le rêve et de voir qu'on est capable d'y arriver. Les rêves, c'est la capacité de voir l'avenir, d'y fixer un point d'arrivée et de se doter de moyens pour y parvenir. Troisièmement, les rêves, c'est la projection. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tu as 15 ans. Il faut déjà dans ta tête, tu as la possibilité de voir ce que tu seras après 15 ans. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire que je serai médecin. On dit ça, c'est les rêves, ils savent. C'est-à-dire nous sommes ici au point A. J'ai mis deux points. Nous avons point A, c'est le présent, c'est aujourd'hui, c'est le départ. C'est ici où tu découvres qui tu es. Parce que pour faire un rêve, il faut d'abord connaître ses capacités. Il faut savoir ce que tu es capable de faire. Par exemple, pour que tu sois médecin, au départ, il faut commencer à faire peut-être la biologie et la chimie. Si tu veux devenir peut-être ingénieur, tu commences à faire les sciences mathématiques, les sciences maths physiques, des choses comme ça. Ça dit, tu connais aujourd'hui les capacités que tu as. Je suis capable de faire quoi dans la vie? C'est ça l'identité. Et la troisième chose, c'est l'être. L'être est différent de l'avoir. Des choses que tu peux avoir aujourd'hui, tu peux les perdre demain. Tu ne peux pas perdre ton être et ton identité. Et beaucoup de gens ne savent pas différencier ces choses. Or, c'est ce qui fait la force même lorsque nous voulons parler de rêve. Alors, je dis ceci, les rêves, c'est la capacité de voir l'avenir. C'est la capacité de voir l'avenir. Tu vois déjà dans 15 ans ce que tu seras. Et pour y arriver, il y a deux choses. Il faut connaître, tu es capable de quoi? Quelles sont tes forces? Quelle est ton identité? Et de deux, il faut savoir que ce que tu es ne dépend pas de ce que tu as. Ok? Ce que tu es ne dépend pas de ce que... Je peux encore me répéter, ce que tu es ne dépend pas de quoi? De ce que tu as. Ça dit, aujourd'hui, on peut te dire que tu es pauvre, que tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas ça qui détermine ta vie. Ta vie n'est pas déterminée par les matériels. Parce que ton père n'a pas d'argent, parce que dans votre famille il n'y a pas d'argent, parce que non. Il ne faut jamais classifier quelqu'un par
décrier ton identité. C'est ton identité qui va déterminer ce que tu seras demain. Quelqu'un peut dire avec moi, peut-être la reconnaissance, mais c'est pas la reconnaissance, c'est pas la reconnaissance. Beaucoup de jeunes gens ont essayé de détourner leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette confiance à ce qu'ils sont. Nous sommes dans un monde et dans une société très matérialiste. Nous pensons que tout dépend de ce que nous avons. Alors ce n'est pas ça. Tout ne dépend pas de ce que nous avons, mais tout dépend de ce que nous sommes. Si tu connais ce que tu es, tu iras plus loin dans ta vie. Parce qu'on veut, vous allez nous expliquer, on veut mettre ça sur, il y a des gens qui attendent de suivre notre conférence sur Facebook. On va essayer de prendre la connexion. Excusez-nous pour ces désagréments. C'est quand même important, il y a des gens qui attendent ça. La direction va te demander trois choses. La première chose dans la direction, c'est des sacrifices. On ne peut jamais atteindre un rêve sans sacrifice. La deuxième chose, c'est le temps. Il faut savoir comment tu gères le temps. Si tu passes ton temps dans les futilités, tu ne travailleras pas pour atteindre les rêves de ta vie. La troisième chose dans la direction, c'est la discipline. Il faut être discipliné dans la vie. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'atteindrez jamais les rêves de votre vie. Il faut se discipliner. La discipline englobe beaucoup de choses. Il y a un principe dans la Bible, c'est le principe de la projection. Genèse chapitre 22, verset 4 à 5. La Bible parle d'Abraham qui était monté pour aller adorer. La Bible dit que lorsque Abraham arrive, Abraham leva les cieux. Il vit les lieux. Lorsqu'Abraham a vu les lieux d'adoration, Abraham s'est séparé avec les gens qui l'avaient accompagné. Il avait des serviteurs, il y avait des animaux. Vous savez, lorsque tu marches, quand tu vois qu'il y a des gens qui te freinent d'arriver là où tu dois arriver, il faut se débarrasser des types d'environnement. Il y a beaucoup de jeunes qui ont détruit leur vie parce qu'ils se sont accompagnés de mauvaises personnes. Ils ont détruit leur vie. Et quand quelqu'un a la vision, il se concentre sur la vision qu'il a. Une fois le point de départ, il se sépare des embûches d'aujourd'hui pour se discipliner, pour se sacrifier et pour travailler pour qu'il puisse arriver à la réalisation de son rêve. Est-ce qu'on a compris? Je demande à mes jeunes, est-ce que vous avez compris? Ok, merci beaucoup. Ça, c'est une manière un peu brève de vous parler sur une vision. Ici, nous sommes d'abord sur la vision d'une manière générale. Comment est-ce que nous pouvons nous représenter la vision? Maintenant, nous allons avancer. Je vais parler maintenant de la vision individuelle et la vision collective. La vision individuelle, c'est ce que tout un chacun de nous peut avoir dans sa tête de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir. Ça monte dans le cœur de tout le monde. On ne sait pas pour la vie. Mais maintenant, la vision, les rêves maintenant collectifs, ça entre dans la dimension de la collectivité. Ça entre dans la dimension de la nation. Vous savez, lorsque nous n'avons pas un rêve collectif, tous les rêves individuels, ça va tomber. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est les rêves collectifs qui nous donnent, c'est-à-dire qui nous donnent, disons, le moyen qui permet que les rêves individuels puissent arriver à se réaliser. Lorsqu'il n'y a pas un rêve collectif au niveau d'une communauté, au niveau d'une nation, tous les rêves possibles que nous avons, ça va tomber. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des licenciés qui n'ont pas du travail.
Parce que d'abord, sur le plan collectif, on n'a pas un rêve collectif. Nous avons des gens qui travaillent qui ne sont pas payés. Nous avons un rêve personnel, individuel, qui n'a jamais été accompagné d'un rêve collectif. Nous avons un pays grand comme le Congo, mais qui n'a pas de rêve. Voilà pourquoi nous souffrons. Il y a des gens qui se battent comme s'ils se battaient avec l'air. La pauvreté bat son plein à tous les niveaux de la vie. Parce que nous n'avons pas un rêve collectif. Et comment est-ce qu'on peut arriver à un rêve collectif? Ça, c'est, disons, ce que je devrais maintenant partager avec vous. Donc, les rêves collectifs, il fait quoi? Il crée un cadre pour l'accomplissement des rêves individuels. Pour une collectivité, pour une nation, on a besoin d'avoir un rêve. Les rêves d'une nation. Les rêves d'un pays. Mais depuis que le Congo existe, depuis que nous sommes au Congo, on n'a jamais eu un rêve. Un rêve congolais n'existe pas. Les rêves de notre nation n'existent pas. Voilà d'où est parti tous les problèmes et tous les malheurs que nous sommes en train de subir aujourd'hui dans notre vie. Vous savez, il y a quelqu'un que nous connaissons, je pense, les déchets ici. Je crois que qui connaît cette image, qui peut venir, c'est qui de monsieur là? Pour nos jeunes. Pardon? Martin Luther King. Il y a une phrase qu'il a prononcée dans sa vie qui a marqué son existence. Cette phrase, il a dit quoi? I have a dream. J'ai un rêve. Et cet homme a sacrifié toute sa vie à cause du rêve qu'il avait. Mais dans les rêves qu'il avait, lui, ce n'était pas un rêve individuel pour lui, mais c'était un rêve pour sa collectivité. C'était un rêve pour son pays, pour sa nation. Et quel était le rêve de Martin Luther King? Martin Luther King avait un rêve de voir un jour un noir aller voter aux États-Unis. De voir un noir s'asseoir sur la même table avec un blanc pour manger. Parce qu'à l'époque, même dans ces bus, le blanc, ils avaient leur siège et le noir avait leur siège. Il y a certains restaurants où le blanc ne pouvait pas rentrer. Il y a des écoles où le blanc ne pouvait pas étudier. Il y a des universités qui ne pouvaient pas accéder. Ils ne pouvaient même pas voter. Mais cet homme, il s'est dit, je vais changer la vie de ma collectivité. Je dois créer un rêve. Et le rêve que Martin Luther King a créé, même lui-même ne s'est pas concentré pour bénéficier de ses rêves. Mais ce sont les gens qui sont venus après lui qui ont bénéficié de ses rêves. Il s'est battu, il avait une famille, il avait une femme, il avait des enfants, il était pasteur, il avait tout, il était bien. Mais il a dit, pour ma communauté, je dois faire un sacrifice. Nous avons dit que dans les rêves, dans la direction, nous avons les sacrifices. La gestion du temps, et nous avons aussi la discipline. Il a sacrifié ça. Et après 40 ans, un noir est devenu président des États-Unis. Parce qu'il y avait un homme qui avait fait ça. Est-ce qu'on peut acclamer à la fin? Ailleurs, on a besoin de leaders dans notre pays qui peuvent dire j'ai un rêve pour le Congo. On a besoin de gens comme ça qui peuvent dire j'ai un rêve pour la jeunesse, j'ai un rêve pour ma collectivité, j'ai un rêve pour ma nation. Mais non, c'est le discours du rêve. On n'a pas de rêve. On n'en a pas. On n'a pas son point nulle part. Quand j'accède à une position quelconque, je vais c'est pour moi et pour ma famille. Qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un ministre dans ce pays? Vous allez voir, on va prendre, disons, la famille, on va faire quoi? Sur la tête. On va organiser le fait d'administration. Pour quelle raison? C'est notre tour. C'est notre tour de faire quoi? C'est notre tour de manger. Et on trouve que c'est normal. Non frère, ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre dans un pays où quelqu'un devient ministre, il fait la fête. Ce n'est pas possible. Il y a dans d'autres pays, quand quelqu'un devient ministre, il devient maintenant sérieux. Il sait que là, je ne dois plus maintenant jouer. Parce que je suis en train de gérer la vie des gens et la vie d'une nation dont je serai responsable. On
Quel est le rêve de notre jeunesse aujourd'hui? Ça, c'est un pasteur qui a rêvé pour la nation. Mais nos pasteurs d'aujourd'hui, ils ne rêvent que pour l'église. Il a transcendé les rêves de son église locale. Il a vu la nation. Il s'est consacré pour ça. Est-ce qu'on peut avoir des gens comme ça en Afrique? Nous avons un deuxième rêve. C'est maintenant Obama lui-même. J'ai ce livre à la maison. Ça, ce livre-là. Il parle des rêves de mon père. Le papa d'Obama, c'est un Africain c'était un étudiant. Il est parti du Kenya. Pourquoi? Parce qu'il voulait vivre les rêves américains. Je vais vous expliquer les rêves américains. L'Amérique, c'est un pays où les gens se sont battus pour qu'il y ait que tout le monde ait la possibilité de devenir tout ce que tu veux. Des pays de liberté, des pays de toutes les opportunités possibles. Un jeune Africain est parti aux États-Unis pour étudier. Alors il a compris quand il arrive sur les sols américains qu'il y a un rêve qui peut changer la vie dans cette nation. Il s'est dit, je peux aussi vivre ces rêves-là. Le papa s'est battu. Il s'est battu. Il a dit, si ce n'est pas lui, son fils fera quelque chose. Un immigré africain qui arrive aux États-Unis, dont son fils devient président des États-Unis. Voyez la puissance d'un rêve. Ça ne dépendait pas de son argent. Il était immigré, il n'avait pas d'argent. Il a fait le job des étudiants comme tout étudiant. Il s'est battu. Ce qui est grave, c'est qu'Obama, il n'est même pas descendant des Noirs qui étaient des esclaves aux États-Unis. C'est-à-dire, ils n'ont pas un arbre généalogique aux États-Unis. Ils n'en ont pas. C'est un Africain dont le père c'était un étudiant. Le fils est devenu le premier président des États-Unis. Parce que les rêves est aussi héréditaire. Lorsque nous avons des parents qui ont des rêves, les enfants pourront aussi bénéficier de ces rêves. Et lorsque vous avez des parents qui n'ont pas de rêves, il n'y a pas de modèle. Dans le code de la spiritualité, nous disons ceci, qu'une nation sans père n'a pas de repère. Voilà la chute du Congo. Nous n'avons pas de père au Congo. On n'a pas de géniteurs, des gens qui ont rêvé pour le Congo. C'est pourquoi nous n'avons pas de repères. Il n'a pas de repères. Nous sommes au mois de janvier, on nous a parlé de la mort de Lumumba. Mais quelle est l'idéologie de Lumumba dans ce pays? C'est effacé. On nous parle des martyrs du 4 janvier. Est-ce que la même motivation que nous avons aujourd'hui pour changer les choses dans notre pays, ça n'existe pas? Nous avons des héros qui sont héros dans l'air, mais ils ne sont pas héros dans nos cœurs. Parce que nous manquons des pères. Des pères qui pouvaient créer, n'est-ce pas, un rêve. La Chine aujourd'hui, elle se repose sur les rêves d'un père, il s'appelle Mao Tse-tung. L'Inde aujourd'hui se repose sur les rêves d'une personne. Mes amis, nous devons avoir des pères qui ont des rêves. Nous disons ceci, la grandeur de l'homme, à l'époque de la personnalité, nous disons, la grandeur de l'homme dépend de sa capacité de laisser derrière lui une génération libre et éclairée. Un père, c'est quelqu'un qui trace des chemins. Même si lui-même n'est pas passé par ces chemins, il trace des chemins pour ses enfants. On dira que Mobutu était grand. Au vu de cette définition, Mobutu n'a jamais été grand. Mobutu était grand pour lui-même et pour les gens qui étaient à côté de lui. Lui-même a dit qu'après mon départ, c'est quoi? Les déluges. C'est ça, nous vivons les déluges. Parce qu'on n'a pas eu de grandeur. Si c'était un homme grand, si c'était un père pour cette nation, il avait se dit, je ne vais pas, pour qu'après mon départ, qu'on ait un paradis dans ce pays. Pour qu'après mon départ, que les enfants aillent à l'école sans chercher à manger, sans chercher à boire. Qu'après mon départ, tout Congolais bénéficie de la grandeur et des richesses de ce pays. C'est pourquoi nous disons qu'il n'était pas grand, il était petit. Une nation sans père n'a pas
avec tout ce qu'ils avaient. Parce qu'on n'a jamais eu de paix. Alors nous sommes en train de nous battre pour créer la génération de paix. C'est ça notre mission dans cette plateforme jamais. J'avance avec vous. Je vais vous parler du rêve, je vais parler des 3 types de rêves collectifs. Je vous en donne seulement 3 exemples et maintenant nous allons passer au rêve congolais. Je vais parler du rêve américain. Nous avons tous entendu parler du rêve américain. Pourquoi tous les Africains ils veulent aller aux États-Unis pour devenir riches, pour se faire l'argent? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait eu un rêve pour les États-Unis. Son nom c'est George Washington. C'est le monsieur que vous voyez à droite. Il a eu un rêve pour les États-Unis. Avant les États-Unis, c'était des colonies. Il y en avait 13. Mais lui, il s'est dit ceci. Pour que nous puissions être grands et forts, nous devons nous unir. Nous devons être un. Il est allé, il a fait la campagne. Il a pu réunir à lui seul toutes ces 13 colonies pour qu'il puisse fonder une nation forte et puissante. Un pays où on donnera à tout le monde la possibilité d'être ce qu'il peut devenir. Un pays de liberté, un pays fort, un pays puissant, un pays qui va dominer les nations du monde. Ça, c'était un rêve qui est sorti dans le cœur de l'homme, dans le ventre de l'homme. Et il a eu ce rêve, pas pour lui, mais pour sa nation. Il s'appelle George Washington. Et aujourd'hui, tout le monde fait courir aller aux États-Unis. Je vais donner l'exemple d'Obama. Obama est devenu président aux États-Unis alors que son père venait de l'Afrique. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous voulons aller vivre les rêves d'autrui. Les gens ont créé un rêve chez eux. Et nous courons, nous fouillons chez nous pour aller vivre les rêves d'autrui. Avec les conséquences, bien sûr. Ici, nous sommes à New York, la statue de la liberté. C'est parmi les grandes puissances de ce monde. Parce qu'il y a eu un homme qui avait eu un rêve. Et lorsque nous avons un rêve collectif, nous nous sacrifions nous-mêmes. Nous voyons ce que l'avenir va devenir. Et aujourd'hui, les États-Unis, lorsque le monsieur a eu un rêve, c'est rêve, ça fait longtemps, il est déjà mort. Mais son nom est resté dans l'histoire de cette nation comme étant le père de la nation. Au Congo, est-ce que nous avons un père de la nation? Non. On n'a pas de repère. Je vous parle de ces rêves. C'est les rêves européens. Les rêves européens. Les Européens se sont dit ceci. Nous voulons créer un espace qu'on va appeler l'Union européenne. Ce sera un espace de vie avec, n'est-ce pas, une puissance économique et sociale. C'est comme ça que les Européens ont dit. Nous allons nous battre pour créer un espace qui sera puissant, qui sera fort économiquement et socialement. Avec mon but, nous allons mettre fin à la pauvreté pour arriver à ce qu'on appelle la redistribution équitable de la richesse de la nation. Nous allons donner l'accès à tous à cette richesse et nous allons nous battre contre l'analphabétisme. C'est-à-dire tout enfant doit avoir l'école à l'école. À l'époque, on va à l'école à partir de l'école primaire jusqu'à ce que tu finis l'université, je ne paye pas les mots. Tu étudies gratuitement tout à fait. Et quand tu arrives à l'université, on te donne une bourse. Ça, c'est un rêve. Et ils se sont dit chez nous, tout le monde doit apprendre à lire et à écrire. C'est ça la base de la démocratie. Quelqu'un qui ne sait même pas lire le nom d'un candidat, mais il va voter comment? Quelqu'un qui ne sait pas connaître le programme d'un parti, Papa Simon, il va voter comment? On a les gens, lorsqu'il va voter, c'est quelqu'un d'autre qui remplit pour lui le bulletin et qui écrit le nom. C'est comme ça qu'on a détourné les voix de beaucoup de gens qui ne savent ni écrire ni lire. Et on va nous parler de la démocratie. Quel type de démocratie? Où quelqu'un ne sait pas choisir librement, selon ses convictions, par rapport à son cerveau, parce qu'il a lu, il a compris. Chez nous, on vote parce que je suis Moulouba, je vote. Parce que je suis Moukongo, je vais voter qui? Je vais voter les Pangui. Même si Pangui est un voleur, mais parce qu'il est Pangui, je vais voter les Pangui. Et lorsqu'on a arrêté Pangui avec l'argent de l'État, nous, ressortissants voilà un pays malade, où les gens défendent un voleur qui a volé pour lui et pour sa famille, qui n'a même pas pensé à toi. Mais toi, tu vas te mettre, nous les ressortissants.
amenés au pouvoir. Parce que notre jeunesse n'a pas appris à lire. On peut avancer. On peut avancer. Vous m'avez compris? Est-ce que vous acclamez pour vous-même, s'il vous plaît? Et maintenant, pour vivre les rêves européens, beaucoup d'Africains, regardez, c'est ce qu'on appelle un peu ça. Paris, c'est la lumière. Paris, c'est Paris. Paris, c'est banal, comme on le dit aujourd'hui. Paris, c'est Paris. L'Europe, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des pays tellement puissants et forts où quelqu'un ne peut pas dormir affamé parce qu'il n'a pas de travail. Même si tu n'as pas de travail, tu vas manger. Même si tu n'as pas l'argent, l'État va te loger dans une maison. Et nous fouillons maintenant l'Afrique. Regarde comment nos jeunes meurent par millions à Lampedusa. Parce que les Africains fuient là où il y a l'or. Les Africains fuient là où il y a les diamants. Les Africains fuient là où il y a le pétrole. Les Africains fuient là où il y a l'uranium. Les Africains fuient là où il y a le cobalt. Il faut aller chercher un marché d'argent d'autrui pour les gens qui sont partis sur les rêves. Alors qu'ici, nous avons tout. Pour quelle raison? On n'a pas de paix dans cette nation. Et on n'a pas un rêve dans cette nation. Mes amis, c'est tellement grave ce que l'Afrique est en train de vivre. Je vous présente un troisième rêve, c'est les rêves juifs, les rêves, ce qu'on appelle les sionismes. Après qu'on ait maltraité les juifs partout dans le monde, il y a certains juifs qui se sont levés à leur tête. Il y avait Jean Roussel. Il a dit, nous voulons rentrer chez nous en Israël, dans la terre de nos pères, la terre de la Bible. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont trouvé c'était un désert. Moi-même, je suis parti en Israël. Lorsque les juifs sont rentrés en Israël, c'était le désert. Ils sont allés acheter les terres aux Arabes. Les Arabes les ont vendus. Ils se disent, mais ces gens achètent les déserts. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les déserts? Parce que dans les déserts, tu ne peux pas semer quelque chose. Dans les déserts, tu ne peux rien faire. Mais ces gens-là, ils sont allés. Ils ont acheté les déserts. Mais les Juifs, parce qu'ils avaient les rêves qu'on appelle les kibbutz, ils ont été capables de transformer les déserts. Aujourd'hui, regarde Tel Aviv, ça c'est Tel Aviv. Mais ici, il y avait un désert. Vous ne pouvez jamais imaginer ça. J'étais en Israël. Les Juifs savent cultiver la tomate qui sort du désert. En 2018, nous sommes venus ici. Il y a des amis à moi avec qui on travaille. Nous sommes venus visiter les Coraux parce qu'ils ont aussi des investissements ici. Nous sommes allés jusqu'à Kikwit. Quand on rentrait, on avait pris les petits porteurs. La femme avec laquelle on était, il me dit, mais avec toute cette verdure chez vous, comment les gens peuvent dormir affamés au bout? On avait visité les écoles. On a posé des questions aux enfants. Est-ce que tu as déjeuné avant de venir? Il a dit qu'il n'a pas mangé même avant de venir à l'école. Nous étions à Kikwit. On entre dans une école, on demande qui a un stylo. Il y a un enfant qui n'a pas eu de stylo. Pourquoi tu n'as pas de stylo? Il a dit que mon frère a des stylos là dans notre classe. Demain, il me donnera aussi. Il y a des stages de stylo, mon frère. Quand son collègue finit de lire, il lui prête un peu son stylo. Dans un pays où nous avons l'uranium qui a fini la première guerre, la deuxième guerre. Regardez dans ce désert. Ce qui peut germer dans ce désert, c'est que quand il y a un rêve, on peut transformer un désert en un lieu habitable. Et les rêves juifs s'appellent l'alliance, c'est-à-dire que tous les juifs, partout ils sont dans le monde, qu'ils retournent en Israël et que chacun ait une place où il peut vivre. C'est difficile à un juif de se vendre à toi et d'étranger une parcelle. Une parcelle. Mais chez nous, nous avons des étrangers qui n'ont pas de concession, mais qui ont des voir avec des concessions. Quand je venais, j'ai rencontré un frère congolais qui venait de Londres. Il est venu, il a dit que chez eux, disons, je ne sais pas moi, c'est à Matadi, il y a un point. Ils ont construit, il a fait toute sa vie en Europe, il a investi, il a construit. Mais un jour, au lendemain, on appelle, on dit qu'il y a, comme si les Chinois sont en train de raser toutes les maisons parce que la terre là les appartient. Frère, mais depuis quand vous pouvez prendre une terre qui appartient à vos frères, vous les vendez aux étrangers? Depuis quand? Aujourd'hui,
Aujourd'hui, Israël, c'est parmi les grandes puissances du monde. Mais Israël n'a pas 100 ans, c'est depuis 1948 qu'ils sont devenus un État. Ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont pas les diamants chez eux, mais ils ont la tête. C'est la tête et les rêves qui montent, qui a fait qu'Israël soit ce qu'il est. Alors, nous parlons sur la théorie des générations. Frantz Fanon, c'est lui qui avait dit que le Congo a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve, et l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve. À l'époque, c'était les Zaïre au Congo. C'est le même qui a parlé sur la théorie des générations. Et de ça, nous avons aussi développé une théorie. Il dit ceci, chaque génération a une mission. Elle peut réussir ou échouer à sa mission. Donc chaque génération a une mission. On peut échouer, on peut réussir. Lorsqu'une génération échoue une mission, ça sera catastrophique pour la génération qui vient. Mais maintenant, nous, à Germaine, nous disons, lorsqu'une génération échoue à sa mission, Dieu doit susciter une autre génération. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsqu'une génération fait quoi? Vous êtes fatigué? Non. Lorsqu'une génération, qu'est-ce qui va se passer? Parce que votre vie dépend de votre génération. Maintenant, nous disons ceci. Lorsqu'une génération échoue, Dieu va citer notre génération. La Bible parle sur la 5e génération. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, je crois, nombre 14-18, j'ai vu le Dieu de miséricorde, qui fait miséricorde de père jusqu'au fils, et qui peut abolir la malédiction jusqu'à la 4e. Une malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire c'est la 5e génération qui va faire quoi? Qui va lever la malédiction. Maintenant, essayons de compter les générations que nous avons eues dans notre pays. La première génération, c'était la génération de Kassavou, juste en 1960, après l'indépendance. Après Kassavou, nous avons eu la génération de Mobutu. Le Congo n'a pas été debout. Après Mobutu, nous avons eu Kabila 1, la 3e génération. La 4e génération, c'était Kabila 2. Le Congo toujours malade. Et nous sommes aujourd'hui à la 5e génération. Est-ce que cette génération d'aujourd'hui, nous pouvons prendre conscience qu'on peut changer le monde? Si la chance nous échappe aujourd'hui, moi et ton frère, de pouvoir être une génération consciente et responsable, nos enfants vont subir les sorts que nous avons subis. Mes amis, pour changer un pays, il faut arriver à créer une nouvelle génération. Il y a d'autres générations, on dit les générations sacrifiées. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vous ne font plus avoir confiance. On arrête quelqu'un hier pour 50 millions. Mais toi aujourd'hui, tu vas encore voler 14 millions. Est-ce que ta tête fonctionne? Et nous sommes le seul pays au monde où on ne vole que des millions. C'est au Congo. Vous volez des millions, après 3 mois, vous allez recevoir une classe présidentielle. Et nous voulons changer le Congo avec ça. Et nous voulons changer le Congo avec ça. On n'y arrivera pas. Il faut créer une génération. C'est pourquoi depuis 2015, quand je parle sur, j'ai découvert quelque chose en 2015. Depuis 2015, je vais arriver à vous parler de ça. Dieu m'a donné ces concepts, ces rêves congolais depuis 2015. Quand je suis allé connaître l'identité, je vous ai dit que les rêves, on les fait quoi? On les base sur quoi? Sur ce que tu es, ton identité va définir ce que tu vas devenir. Depuis que j'ai connu et compris ce que le Congo signifie, ma vision du Congo a changé. Et je me suis dit que nous avons une seule possibilité aujourd'hui de pouvoir changer le Congo, c'est investir ce concept, cette vision du rêve congolais dans la jeunesse. Depuis 2015, je vais vous expliquer par où j'ai connu, par où j'ai compris ça. J'ai commencé à expliquer à l'époque, vous voyez là, les photos là, il y en a beaucoup, il n'y en a pas assez d'espace. J'ai commencé à circuler à l'époque pour réunir tous nos confrères, tous nos compatriotes des Congolais partout ils sont.
qu'ils me donnent leurs enfants, je vais leur parler sur l'identité et la destinée du Congo. Aujourd'hui, nous avons des enfants, parce qu'un enfant qui naît en Europe, il pense qu'il est européen, alors qu'il est noir. Quand il marche, il pense qu'il est européen, alors l'Européen, il voit un Africain. Il y a nos enfants qui, mon fils à moi, le premier fils, il a subi les racismes à l'école maternelle à 3 ans. Un enfant de 3 ans, on commence à les maltraiter sur le plan racial. Mais quel sera son avenir dans ce pays? Échec. Un jour, on mangeait le matin, il me pose la question, papa, est-ce que je suis noir? Je dis, mais on n'a jamais parlé de ces sujets à la maison. Comment toi tu as su que tu es noir? Directement, j'ai compris. À l'école où il est parti, on lui a dit que tu es noir. J'étais révolté. J'étais comme quelqu'un qu'on a brisé parce que mon fils est né, c'est l'espoir. C'est là où je mets l'espoir de la vie. C'est lui qui va me remplacer lorsque je vais partir. Mais si lui, on brise sa vie, sa vision de la vie, donc mon nom va disparaître sur la terre. Cantique des Cantiques 1,5. La Bible dit, je suis noir, mais je suis belle. Je commence à lui parler de la théorie de la mélanine, pour lui parler de la beauté de la couleur noire. Que le premier homme c'était noir. Que le blanc va devenir noir quand ils vont s'allonger pendant les vacances au soleil. Il va devenir comme toi. À 3 ans, j'ai commencé à expliquer mon fils la théorie de la mélanine pour qu'il aime sa nature. Et j'ai commencé à filmer partout en Europe pour parler du rêve congolais aux enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants congolais en Europe qui veulent qu'après leurs études, ils finissent leurs universités d'études, ils veulent venir au pays pour investir et travailler ici. Parce qu'ils ont un pays, ils ont une nation. Je vais vous dire maintenant, comment est-ce que je suis arrivé à cette découverte? Il y a encore quelque chose qui m'a échappé, c'est ça? Je vais parler sur le point qui nous amène à un rêve collectif. La première chose, je disais aussi que les rêves, c'est comme une échelle. C'est l'échelle qui nous met au monde de la grandeur, au monde des grands. Si tu veux devenir grand, il faut monter dans l'échelle qu'on appelle les rêves. Et maintenant, il y a 5 points. Si nous voulons avoir un rêve collectif, la conscience collective, avoir une conscience de la communauté collective pour les biens communs, l'intérêt des autres, l'amour de la nation, l'intégrité et l'honnêteté et le sens des sacrifices. Je vais vous parler maintenant sur les rêves congolais. Pourquoi je parle du rêve congolais? La première découverte que j'ai faite, c'est que le Congo, notre pays, ne s'écrit pas avec C. Je pense, vous qui avez eu les affiches, certainement vous vous êtes dit qu'on a fait une erreur de frappe. N'est-ce pas? Vous avez lu Congo avec K, n'est-ce pas? Je dis, mais c'est monsieur, mais comment il ne sait pas qu'on écrit Congo avec C? Congo ne s'écrit pas avec C. Congo s'écrit avec K. Je suis allé découvrir ce qu'on appelle l'acte de naissance. L'acte de naissance du Congo. Le lieu de naissance et du Congo, notre pays. Dans l'acte de naissance, on écrit le jour de naissance, les noms du père, le nom de la mère et le nom de l'enfant. Congo ne s'écrit pas avec C. Congo avec C, c'est une erreur. Dans nos langues, la lettre C n'existe pas. En Kikongo, la lettre C n'existe pas. En Tchoulouba, la lettre C. En Swahili, en Lingala, la lettre C n'existe pas. Congo ne s'écrit pas avec C. Pourquoi nous souffrons? Parce que nous portons une identité qui n'est pas la nôtre, pasteur. Nous portons une identité qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi nous n'avons pas une destinée. Parce que la destinée d'une personne, elle est cachée dans son identité. Lorsque vous avez une fausse identité, vous ne recevrez pas votre bénédiction. Quand vous avez une fausse carte d'identité, on vous arrête, vous entrez même en prison. Les Congolais sont prisonniers de l'inconscience. Parce qu'on vous a fait porter un nom qui n'est pas le nôtre. On
C'est ça le mystère des noms. Quand vous portez un nom, Dieu pour qu'il puisse bénir Abraham, il aime le changer le nom d'Abraham. La nuit, on t'appellera Abraham, mais on t'appellera Abraham. Qu'est-ce qui a empêché qu'Abraham devienne le père de multitudes? Il avait une fausse identité. Sarai, on n'appellera plus Sarai, on va l'appeler comment? Il faut qu'on puisse changer, qu'on puisse modifier, que nous rentrions dans notre identité. Les Congo ne s'écrit pas avec C, République démocratique du Congo avec C. Ça c'est, on a francisé notre nom par les Belges pour nous empêcher à découvrir qui nous sommes. Parce que quelqu'un qui découvre ce qu'il est, la première chose c'est que tu auras la révolte. Il y a une révolution qui doit se faire en toi parce que tu as compris qui tu es. Les Congolais c'est un prince, mais un prince qui vit comme un esclave. Un prince qui marche à pied, alors que les esclaves dans son pays, ils marchent sur les chevaux. Nous sommes des esclaves, des étrangers dans notre propre pays. Nous sommes pauvres et malheureux chez nous, parce qu'on nous a donné un nom qui n'est pas le nôtre, et un nom qui ne nous fait même pas réfléchir. Cherche la signification du mot Congo avec C, ça n'existe pas. Comment tout un peuple peut porter un nom qui n'a pas de signification? Et personne parmi eux ne se pose la question de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Sans repère, qu'est-ce que c'est? Voilà la connaissance du Congo. Ici, cette maison, c'était, disons, la chancellerie en Allemagne. Ici, nous sommes en 1884. Otto Bismarck, c'était l'une des chanceliers allemands à l'époque, où on a fait la conférence, on appelait la conférence de Berlin. C'est pendant cette conférence que Léopold est venu avec la carte du Congo qu'il a coupé avec ses mains. Le Congo, c'est l'invention de Léopold. Vous voyez là-bas, on a écrit ici in the Reichskanzlei, Wilhelmstrasse, c'est le nom de l'avenue. Numéro 92, nous sommes à Berlin. Berlin Congo Conférence. Ici, vous voyez, on a écrit Congo avec K. Ça, c'est l'acte de naissance du Congo qui se trouve à Berlin en 1884. Le Congo est né avec K. Le Congo n'a jamais été avec C. Pourquoi? Parce que le Congo avec K a une triple dimension d'explication. Et lorsque j'ai découvert ça, j'ai dit waouh, je vais sacrifier le reste de ma vie pour parler à mes frères et sœurs. Et on doit créer un rêve complet. Acclamons d'abord. Un grand pays comme ça, propriété privée d'une personne, d'un individu, mais c'est grave. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, nous avançons un peu les frères. Congo, dans sa forme originale, s'écrit comme ça. Congo, séparé. Congo. Mais nous devons savoir, ça veut dire quoi? Congo, ça veut dire quoi? Et maintenant dans sa forme aujourd'hui, nous l'adoptons comme ça, on l'a accepté comme ça. Mais déjà là, on a séparé Congo avec Congo. La sémantique du mot Congo, son étymologie. Le mot Congo vient de l'ancienne Égypte. Congo, c'est-à-dire dompter. Engo veut dire léopard. Dompter, c'est-à-dire maîtriser, dominer, apprivoiser les léopards. Vous allez voir pourquoi mon chef de file contre la peau de qui? Léopard. Vous allez voir notre pays, le totem de notre pays c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà posé des questions pourquoi le totem du Congo c'est un léopard? Parce que c'est le Lingo. Vous voyez? Et maintenant nous devons dompter Lingo. C'est pourquoi celui qui ne dompte pas les léopards, c'est le léopard qui va les manger. C'est le léopard qui va les dompter. C'est pourquoi toutes nos autorités n'ont pas dompté les léopards. C'est le léopard qui les a domptés.
C'est pourquoi ils sont violents, ils sont méchants, ils sont égoïstes, parce qu'un léopard, même s'il n'a pas faim, mais s'il te voit, il te tue. Les léopards représentent, n'est-ce pas, la puissance et la domination du monde. Vous allez vous poser des questions. On parle de l'animal qui était tué en Genèse chapitre 3, verset 25 du 27. Lorsque Adam et Ève sont devenus nus, Dieu a tué un animal qui les a revêtus de la peau. Certains disent que c'était la peau d'un agneau, mais non, pas du tout. Je n'ai pas vu les gens porter les peaux des animaux, mais j'ai vu moi des gens porter les peaux de léopard. Il fallait remettre à l'homme l'identité et l'autorité qu'il avait au départ, l'autorité de la domination. Nous les Congolais, nous sommes esclaves dans notre propre pays. Nous ne maîtrisons rien de notre pays. Nous sommes sous domination. Or, on devrait monter. Nous devrions dominer. Ça, c'est l'étymologie dans la scène d'Égypte. Mais maintenant, la définition classique du mot Congo, le mot Congo se définit sur trois niveaux. Un, sur le plan physique. Congo veut dire centre de l'humanité. Congo veut dire, sur le plan physique, ça veut dire. Parce que les professeurs de géographie vont vous poser des questions de l'État. On les avait déjà dit, ils vont vous poser des questions sur la conférence. Vous comprenez, n'est-ce pas? Congo se définit sur trois niveaux. Sur le plan physique, Congo veut dire centre. Je n'ai pas prévu une image, j'allais vous démontrer comment le Congo est au centre. Lorsque vous prenez la carte du monde, on montre l'Afrique, c'est le pays qui est le continent qui est au milieu du monde. Et lorsque vous prenez l'Afrique, les Congo, voilà, ici sur notre logo, vous pouvez voir ça. Lorsque vous prenez le Congo est au centre de l'Afrique. Et quand vous prenez le méridien à ce conséquent desquels normalement, parce que les gens de Greenwich nous ont menti, ils ont fait plonger le méridien au niveau de l'océan Atlantique. Or, le méridien de zéro desquels il fait passer au cœur de l'Afrique, c'est ici. Et maintenant, la ligne qui traverse le monde, comme ça, on l'appelle comment? Quand vous prenez l'équateur et le méridien, il se retrouve au centre du monde chez nous au Congo. Là-bas à l'équateur. Et lorsqu'il y a une pierre que Stanley a fait découvrir, vous la connaissez, non? J'ai les images ici. Lorsque vous arrivez là-bas, vous avez votre l'eau dans un bassin. Vous mettez là, il y a cette pierre-là, l'eau va commencer à tourner. C'est le point zéro de l'humanité. Nous sommes les centres du monde. Et lorsque vous êtes les centres, vous allez attirer toute l'humanité. Vous serez la réponse au problème de l'humanité entière. Vous serez l'attraction, le centre d'attraction. Vous serez les dominateurs du monde. Donc nous, le Congo, nous sommes les pays les plus puissants et les plus forts du monde. C'est pourquoi le Congo a commencé à résoudre les problèmes de l'humanité depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le pays le plus extraordinaire du monde. Les gens qui ont compris ces choses, ils se sont arrangés pour que nous ne puissions pas connaître ces choses. Que nous vivions dans l'ignorance et qu'on puisse nous exploiter comme des esclaves. Alors, deuxième point, le Congo sur le plan social veut dire amour, solidarité, ceinture. C'est-à-dire, si nous comprenons que nous devons vivre dans l'amour, pas le tribalisme, dans l'amour, pas le séparatisme, dans la vérité, pas l'égoïsme, dans l'unité. L'unité du Congo fera de nous un peuple très fort, un peuple très puissant. Mais depuis l'indépendance, les Occidentaux se sont arrangés pour mettre la division dans notre pays. Lumumba et Kassavou, c'est là où le problème a commencé. Et s'ils connaissaient l'identité du Congo, ils allaient se dire, frère, tu as besoin du pouvoir, prendre le gérer seulement qu'on travaille ensemble. Que le pouvoir ne nous divise pas, mais que nous soyons une force, afin que nous puissions dominer le monde. La deuxième guerre mondiale, qui a mis fin à cette guerre mondiale? C'est l'Iranium de quoi? De notre pays. Aujourd'hui, nous parlons des technologies d'information et de communication. C'est avec le cobalt, le coltan de chez nous. Vous imaginez 80% du coltan au monde, ça se trouve au Congo. Quand je regarde et je vérifie, je dis, mais ça c'est une injustice. Comment 80% des matières aussi stratégiques peuvent être seulement dans notre pays? Nous sommes une nation extraordinaire. Troisième explication du mot Congo, c'est sur le plan spirituel. Congo veut dire Dieu. C'est pourquoi on appelle Dieu Nekongo Kalunga, ça dit Dieu tout-puissant. Ça dit dans le nom Congo, il y a aussi la spiritualité.
Mes amis, pourquoi nous souffrons? Parce que nous ne connaissons pas ça. On nous a collé une identité qui n'est pas la nôtre. Et maintenant, si nous connaissons ce que nous sommes, nous serons capables alors de créer un rêve. Amen. Nous serons capables de faire quoi? Nous serons capables de faire quoi? Nous serons capables de faire quoi? Est-ce que tout le monde peut répondre à cette question? Nous serons capables de faire quoi? Quels rêves? Les rêves, hein? Les rêves congolais, les rêves des grandeurs. Nous sommes grands, nous ne sommes pas petits. Nous sommes une nation puissante. Nous sommes une nation où personne ne peut être pauvre. Personne ne peut manquer à marcher et à boire au Congo. Nous sommes un pays, un paradis, mais nous y vivons comme en enfer. Nous sommes un pays envié par l'humanité entière, mais nous-mêmes, nous sommes en train de mourir. Nous avons un pays extraordinaire. Nous pouvons transformer ce pays. Nous pouvons changer ce pays. C'est avec les rêves congolais. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Je dois arrêter là. Seulement pour vous dire que la jeunesse comprenne que c'est elle qui peut être une génération qui va changer cette nation de Congo. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète, pour la connaissance